Normalement, c'est bon. Donc, nouvelle séance du séminaire passé, présent, mobilité. Donc, une séance consacrée qui a pour titre Les reliques automobiles des croisières Citroën, histoire et avenir d'un patrimoine automobile, où on aura donc l'intervention de Vincent Guignot, qui est à la direction de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et on fera une courte pause et ensuite interviendront en discussion, chacun à peu près 15 à 20 minutes, Richard Keller du Musée national de la voiture, Olivier Mazzi de l'Association des voitures et des hommes et Stéphanie Ponsavati de la Wesleyan University. Et nous ferons une nouvelle pause aux alentours de 16 heures pour ensuite avoir une discussion générale qui sera modérée par Mathieu Flonneau, donc Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et par Henri-Jacques Citroën. Voilà. Je pense qu'on peut cette fois-ci peut-être se dispenser des présentations individuelles, puisque tout le monde se connaît, et peut-être donc donner la parole à Vincent tout de suite, pour une quarantaine de minutes. Étienne, le tour de table, il est super bref. Peut-être qu'on peut. Alors on va pour un tour de table super bref. Donc. Les archives de la séance le conservent. Donc, j'ai la parole, Mathieu Flonneau, voilà, maître de conférence à Paris 1, et j'interviendrai tout à l'heure, et pilier de P2M tout de même. Voilà. Sébastien? Oui, pardon, Sébastien Richez, historien au comité pour l'histoire de la. Donc, Étienne Faugier, maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2, et puis spécialiste de l'automobilisme. Henri-Jacques, peut-être? Oui, donc Henri-Jacques Citroën. Mes activités actuelles, c'est d'être vice-président de l'ADIT, qui est le leader européen de l'intelligence économique et de l'éthique des affaires. J'ai vécu longtemps aussi en Amérique latine, en particulier au Venezuela, où je conseillais des grands groupes en matière de relations institutionnelles. Et puis, accessoirement, je suis, entre guillemets, ambassadeur de l'amicale Citroën International, qui regroupe tous les clubs Citroën qu'il y a dans le monde, qui sont environ 1 millier, ça fait 80 000 personnes. Voilà. Et donc, l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'animer certaines des célébrations du centenaire de Citroën, qui m'a permis de rencontrer vraiment beaucoup de monde de l'univers automobile dont je vous parlerai tout à l'heure. Très bien. Yves? Et moi, donc, c'est Mathieu qui me fait vous connaître, puisque je l'ai rencontré grâce à des amis autour d'une bonne table. Donc, moi, je suis délégué régional pour la Fédération française des véhicules d'époque pour le Limousin. Je suis également président de mon club local. Je suis vice-président du club Par et Levasseur France. Et je suis passionné de voitures depuis toujours. Et propriétaire d'une ou deux Citroën encore. Voilà. Good boy. Stéphanie? Moi, c'est Stéphanie Ponsavati. Je suis maître de conf à l'université Wesleyan University aux États-Unis, propriétaire d'un cactus. Très bien. Voilà. Très bien. Et donc, je dirige aussi le journal Transfert, qui est un journal sur les études de la mobilité interdisciplinaire. Voilà. Très bien. Aimé? Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Aimé Kamsan. Je suis le directeur de recherche du Musée des civilisations noires à Dakar. Donc, la magie de l'Internet, on vous parle de Dakar. Et j'aimerais bien, je l'ai dit la dernière fois, Étienne, si tu te rappelles, que l'on décentralise vraiment, que l'on vienne à Dakar. C'est une porte d'entrée pour voir ce qui peut se passer derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires sur lesquels on peut vraiment se baser pour ouvrir des opportunités sur tout ce qui est P2M, sur tout ce qui parle de la mobilité et autre chose, parce qu'on va en arriver là. Est-ce qu'on a besoin d'attendre d'être là pour voilà. Donc, c'est ce que je pense. Et bonjour à tout le monde. Très bien. Louis? Bonjour, donc Louis Baldasseroni, je suis maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Nîmes.
Voilà, pas encore propriétaire de Citroën, mais pourquoi pas. Monsieur Guérin? Oui, bonjour. Donc moi, je suis François Rousseau, je suis journaliste. C'est grâce à Mathieu que je connais depuis un bon moment que j'assiste à ces réunions. Et voilà, je suis journaliste à l'Association des journalistes du patrimoine et je travaille actuellement dans la revue pour les collectionneurs qui s'appelle Aladin Antiquité. Et François, pourquoi ce pseudo Guérin? C'est parce que c'est le nom de ma femme et je n'ai pas réussi à le changer sur l'ordinateur. D'accord, entendu. C'est qu'un petit détail technique. Très bien. Je ne sais pas si Richard Keller peut se présenter, mais peut-être qu'il le pourra un peu plus tard, s'il arrive à se connecter. Très bien, Vincent, tu as la parole. Oui, alors je vais partager mon écran. Hop. Alors d'abord, merci à toutes et tous de venir écouter cette séance. Je salue mon collègue du musée de Dakar. Je sais que notre président y était récemment pour rencontrer Hamadi Bokoum, donc on se connaît à distance, j'allais dire. Ce que je voulais proposer aujourd'hui, c'est un peu la manière dont on travaille au Quai Branly, où vous savez, on a un département de recherche. On accueille chaque année 4 doctorants, 5 post-doctorants, des chercheurs invités. On fait des séminaires internes et dans ces séminaires, on met en lecture des textes qui sont en cours de maturation, soit un chapitre d'une thèse en préparation, soit un point d'étape sur le post-doc en cours. Alors, je me suis dit donc que c'était intéressant de bénéficier du public de votre séminaire pour partager une recherche alors qui arrive à un point d'étape avec ce texte que j'ai partagé avec les commentateurs, donc qui est une étape, quelque chose d'un peu formalisé, mais vous le verrez où il reste quand même beaucoup de points d'interrogation, de pistes pas encore empruntées, pour rester dans la métaphore automobile. Et puis à la fin, voilà, c'est aussi presque une position de recherche, j'allais dire, où est-ce qu'on peut aller à partir de là, sachant que je vais d'abord vous peut-être rappeler ce qui existe, ce qui a déjà été écrit. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur ces croisières Citroën. Qu'est-ce qu'on peut raconter de neuf? À l'origine, je le repréciserai tout à l'heure, c'est plutôt prémédité ou prévu que j'écrive sur ces croisières. Hein, on a été, là aussi, c'est les opportunités multiples que procure le Quai Branly. Une de nos post-doctorantes qui a été élue maîtresse de conférence à Nanterre, Caroline Damiens, en études cinématographiques, nous a proposé, en collaboration avec la Fondation Pathé, un cycle et un colloque sur le cinéma d'exploration. Et Henri-Jacques Citroën se souvient de ces journées. Et préparant la journée d'études avec Stéphanie, avec Caroline, lapsus, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de propositions, beaucoup de choses à raconter sur les croisières Citroën, en tout cas sur le volet cinématographique. Pathé, la fondation Pathé, donc, qui est près de la place d'Italie, préparait une petite exposition. Le film La Croisière jaune était sur le point d'être restauré. On a failli avoir une avant-première de la copie restaurée par le CNC. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et donc, voilà, voyant ce sujet parlant de cinéma et d'automobile, je m'étais inscrit, si j'ose dire, au colloque pour donner un petit peu de recul sur l'histoire automobile à un public que j'imaginais essentiellement composé de spécialistes de cinéma. En fait, ça, c'est un des points, c'est très difficile, parlant de ces croisières, de distinguer l'événement du film. Donc voilà un peu le point de départ. Ensuite, il y avait un mois après la P2M à Paris.
Donc, j'ai récidivé un mois plus tard, mais au fond, je que le travail d'enquête lui-même a plutôt démarré après. C'est-à-dire que pour ceux qui étaient à P2M, je ne vais pas leur infliger la même présentation, même si certaines images seront communes. Depuis, j'ai conduit un certain nombre d'entretiens avec des acteurs qu'on va croiser au fil de mon exposé, et un acteur qui nous rejoint tout à l'heure, Olivier Massy, parce que j'essaie de... Je me suis demandé qu'est-ce qu'on peut raconter, ou comment on peut à nouveau raconter ces croisières. Si j'y avais pas pensé avant, c'est que très sincèrement, il y a un an et demi, je pensais que tout avait été raconté ou tout avait été dit sur ces croisières, parce que j'avais en tête, vous voyez, ces beaux livres que j'ai mis à droite, hein, qu'on a tous vus chez nos libraires. J'en ai mis que 2, mais il y en a beaucoup plus. Il y a aujourd'hui une actualité éditoriale forte, en particulier avec l'éditeur Glénat, la Société de géographie, Ariane Audouin-Dubreuil. Enfin voilà, vous avez beaucoup de livres qui racontent ces croisières. Donc pourquoi les re-raconter? Ça, c'est une question en entrée. Réfléchissant à ce qui faisait ce patrimoine ou cet héritage ou ce legs de ces croisières, je me suis rendu compte que le cinéma était assez bien connu. On verra qu'il y a quand même encore des points qui méritent du travail. L'histoire, les croisières figurent régulièrement dans des textes sur l'histoire de la mobilité. Et donc, j'ai plutôt repris le sujet on verra qu'il y a aussi un événement en particulier qui a déclenché mon intérêt, en essayant de réfléchir depuis l'institution qui est la mienne. C'est-à-dire, je fais de la recherche dans un musée. Je ne suis pas à l'université, je ne suis pas maître de conférence, je suis conservateur du patrimoine. Et parmi les surprises qui ont été les miennes il y a donc quelques mois, en septembre, je ne savais pas que mon musée possédait des collections tout à fait importantes sur ces croisières. Et manifestement, je n'étais pas le seul à le savoir, à ne pas le savoir, pardon, puisque Olivier Massy doit venir travailler dans nos collections. Donc, en fait, ces collections n'étaient pas connues. Donc, je connaissais au fond pas l'histoire des collections. Donc, une des manières classiques, quand on est dans un musée, pour ne pas faire de l'histoire comme les historiens, ni répéter ce qui est écrit dans un livre dans les livres comme ceux que je vous montre, c'est de s'intéresser d'une autre manière à l'histoire, c'est de faire de l'histoire des collections. Alors, je veux dire que c'est même une ardente obligation dans notre musée. On ne va pas évoquer ici les questions de restitution qui font parler régulièrement du Quai Branly, mais on sait très bien que ce débat a conduit à développer quasiment un champ spécifique qui s'appelle l'histoire des provenances. Un musée se doit de connaître l'histoire de ses collections et donc son histoire institutionnelle. Donc, qu'est-ce que le Quai Branly avait à voir avec les croisières Citroën? Je vais vous présenter rapidement ces collections. Vous allez voir qu'elles sont tout à fait importantes. Alors, quand je disais, je vais rapidement, je ne vais pas faire un bilan historiographique parce que c'est un peu rasoir, mais il y a des textes et des articles très, très récents qui abordent chacun par un angle spécifique l'histoire des croisières Citroën. Alors, en matière de cinéma, vous avez les travaux de Peter Bloom sur les documentaires français donc coloniaux, donc ça s'appelle French Colonial Documentary, donc qui est un livre qui ne parle évidemment pas que des films, alors qui aborde déjà la croisière par les films et qui parle d'autres sujets, mais qui comporte un chapitre tout à fait consistant sur les croisières et le film sur le Sahara. Pour ce qui est de l'histoire de la mobilité, dans quasiment la dernière livraison ou l'avant-dernière livraison de Technology and Culture,
Andrew Denning, qu'on avait un temps envisagé de faire venir, mais qui là aussi le Covid est passé par là, a publié un article qui s'appelait Mobilizing, mon anglais est rouillé, Mobiliser l'Empire, je vais le traduire comme ça, l'expédition Citroën et la mission civilisatrice de la France dans l'entre-deux-guerres. Donc, lui a travaillé sur quelles sources? Eh bien, il a travaillé sur certaines sources du musée que je vais vous présenter. Vous étiez le son, pourquoi vous n'avez pas la caméra, c'est pas activé chez vous. Ah, Monsieur Keller s'est connecté. Oui, je ne sais même pas si vous m'entendez, bonjour. Oui, on vous entend. On essaie de voir si avec la caméra, j'arrive à sortir de la brousse. Voilà. Ah, ça y est. Et donc, et le micro? Il marche. Vous pouvez regarder. Oui, mais il faut désactiver le micro, par exemple. Je vais vous laisser désactiver votre micro. Oui, j'en ai. Bonjour, Monsieur Keller. Pardon pour ce retard, désolé. Donc, j'en étais au point zéro, vous voyez, donc au kilomètre zéro, donc on vous attendait pour faire route. Donc, je disais que dans le Technology and Culture, donc un article s'appuyant sur les archives du musée du Quai Branly et sur les archives d'outre-mer, où il y a un très gros dossier sur les croisières, aborde la question des croisières sous un angle qu'on peut imaginer, assez classique d'histoire coloniale, donc, faisant de la croisière et de ses manifestations filmiques, expositions et autres, un instrument de la politique française, de la politique coloniale française. Donc il y a de quoi lire, j'allais dire. Et puis, puisqu'elle est là, Stéphanie également, même si son livre porte sur l'Indochine, mentionne ses travaux de Peter Bloom, par exemple. Enfin, voilà, les croisières sont connues dans le champ des études coloniales, décoloniales, dans le champ des études visuelles du cinéma, et peut-être moins dans le champ des études muséales. Donc c'est peut-être ça qui est nouveau. Alors, je précise aussi que ce texte s'appuie fait partie d'un ensemble dans lequel plusieurs de mes collègues vont cotiser, puisqu'on espère publier des actes de notre journée d'études avec Pathé. Et j'avais déjà sollicité des collègues en amont qui ont présenté des éléments des collections lors de la journée chez Pathé, et d'autres ensuite qui n'avaient pas pu venir et qui ont apporté leur pierre. Vous allez voir que, et c'est là que je vais vous présenter le rapport entre le Quai Branly et les croisières, pour dire les choses simplement, il nous manque tout sauf la voiture. On a tout le reste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a, j'allais dire, dans les réserves, c'est exactement ça. Voilà, si on met des chiffres sur la présence des croisières Citroën au Quai Branly, c'est 800 artefacts. Alors, c'est un petit ensemble. Vous savez que le Quai Branly, on a 300 000 objets en collection, 3 000 en exposition permanente, 800 objets, un tiers provenant de la croisière noire, 2 tiers de la croisière jaune. La croisière jaune a été plus prolifique en matière de collecte. Voilà, c'est 4000 images. Alors, une image, c'est soit une photographie, soit c'est un album. Donc, on a beaucoup d'images, des posters, et on a des archives. Alors, ces archives, je vous ai donné, vous appâté avec un exemple qui est, vous voyez, un album d'Alexandre Yakovlev. On a aussi du Yakovlev, qui est donc dans nos archives, puisque nous avons les archives de Hart dans nos collections. C'est ça qui n'était pas très connu, y compris de certains spécialistes de la croisière, parce que c'est vrai qu'on ne pense pas au Quai Branly pour travailler sur le sujet. Pourtant, ces collections sont là depuis longtemps, puisque en fait, le Quai Branly, c'est le premier musée qui hérite des 2 croisières, puisque vous connaissez l'histoire de cette institution fondée sur le rapprochement du Musée de l'Homme et du Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie. Alors, j'utilise des acronymes en me disant que tout le monde les connaît, parce qu'à force de vivre dans les musées, on pense que c'est voilà. Donc, le MNAO, c'est le Musée national
des arts d'Afrique et d'Océanie, ex-musée de la France d'Outre-mer, ex-musée des colonies, donc, qui est le palais de la Porte Dorée. Donc on a, voilà, on a hérité des deux parents, si j'ose dire. La croisière noire par l'un et la croisière jaune par l'autre. Et puis, il y a ce que j'appelle l'exposition fantôme. On a aussi des archives d'une exposition qui aurait dû avoir lieu à la Porte Dorée en 1998, dont je vais reparler parce qu'elle a joué, vous allez voir, un rôle important dans la restauration d'un certain nombre d'objets. Donc voilà pour alors les objets eux-mêmes. J'ai choisi là un objet de la croisière jaune. Alors je vous mets à chaque fois le petit descriptif, que tous ces objets sont absolument accessibles en ligne sur le site du musée, puisque l'ensemble de nos collections est en ligne. Donc voilà un objet. Après, on peut s'amuser à le retrouver dans les photos, dans le film. C'est la scène du théâtre qui est à la fin du film La Croisière jaune. Donc, vous voyez, voilà un peu tous les différents supports. Alors, parmi les albums, j'ai choisi cette photo, enfin cette planche d'un album, pas tout à fait par hasard, parce que c'est à la fois un objet de collection et ça montre deux grands pourvoyeurs dans les collections et dans l'héritage de ces croisières, qui sont d'une part donc Alexandre Yakovlev, qui est le peintre embarqué non seulement dans la croisière noire, mais également dans la croisière jaune, et puis le cinéaste Léon Poirier. Je ne rentrerai pas dans l'histoire cinématographique des croisières, c'est le réalisateur de la croisière noire, et c'est lui qui est à la manœuvre pour le montage du film La Croisière jaune, qui est tourné par André Sauvage. Enfin, il y a toute une controverse dont on a parlé dans cette journée d'études sur la paternité du film. Et Léon Poirier, c'est donc voilà, le cinéaste de l'expédition. Et puis nous avons voilà, des affiches très, très, très connues qui représentent, qui annoncent ces projections qui accompagnent, qui suivent les croisières. Donc voilà un peu tout l'ensemble qui explique pourquoi le Quai Branly, au fond, est un haut lieu de mémoire, de collection sur ces croisières. Donc voilà le point de départ. Je ne vais pas m'éterniser, mais tout est parti de cette journée d'études, vous voyez, où ce n'est pas du tout une image d'ailleurs d'un film des croisières qui a été choisi, mais c'est dans ce point de départ cinématographique qui a lancé ces travaux que je vous présente aujourd'hui. Alors l'autre point, et c'est là qu'il faut avoir la chance de connaître Mathieu Flonneau, c'est que Mathieu, sentant que je commençais à m'approcher un peu du sujet patrimoine automobile, a décidé de faire un peu mon éducation. Donc il m'a emmené vers des endroits où ne vont pas forcément les conservateurs du Quai Branly. Et donc j'ai eu la chance d'être présent le jour du départ de la croisière à l'ouest. Toute une série de véhicules étaient là, et voilà le CCFA qui était donc grand architecte de cette manifestation. Voilà, j'avais prévu de vous passer alors, je ne sais pas si j'ai partagé avec le son, je vais quand même vérifier et repartager, parce que si je ne l'ai pas fait, on va perdre. Voilà, non, je ne l'ai pas fait, il faut partager avec le son. C'est mes étudiants qui m'ont appris ça. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Donc, je vous passe ça, et puis on pourra en reparler après, je ne vais pas m'éterniser, mais... Français, amis étrangers. Ici, le major Francky Roddy, chef du service de la propagande du CCFA. C'est à la demande d'un peuple vibrant d'enthousiasme que nous organisons la grande croisière vers l'ouest des autochenilles de Monsieur l'ingénieur André Citroën. Le départ du convoi sera donné par messieurs les présidents du CCFA, de l'ACF, de la FIA et de la FFVE. Nous serons fiers de vous présenter l'excellence de la production de nos usines françaises. Que vous soyez aristocrates, bourgeois, ouvriers ou paysans, nous vous attendons tous place de la Concorde à Paris, ce vendredi 19 juillet à 10h précises. Vive l'industrie, vive l'automobile et vive la France.
Bon, il y aurait sans doute à dire sur ce petit film. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il mobilise des images de la traversée du Sahara, du début de la croisière noire. Et si vous coupez le son, vous pouvez voir, voilà, vous pourriez avoir l'impression que c'est une sorte de teaser pour la croisière noire. Alors, donc, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est cette... alors, il y a un truc que je ne sais jamais faire, c'est comment reprendre la main quand on a passé un extrait vidéo. Ça, mes étudiants ne m'ont pas encore expliqué. Voilà, il faut cliquer. Puis en plus, comme j'ai cliqué plusieurs fois, voilà, je reviens. Moi, ce qui m'a frappé, c'est ces deux rapports très, très différents au même événement, qui était d'un côté celui d'une journée d'études scientifiques qui s'organisait, on va dire, dans une perspective de déconstruction de ces événements, pour montrer à quel point, par exemple, cette croisière noire s'inscrit dans la politique impériale de la France. Donc ça, c'est les travaux que j'ai cités tout à l'heure. Donc on était dans quelque chose qui était plus dans la mise à distance de l'événement. Mise à distance qui réussit plus ou moins bien quand on commence à passer des films, parce que quand vous êtes dans la projection d'un film, voilà, il peut se passer quelque chose comme, par exemple, quelqu'un qui prend la parole pendant la projection de la croisière noire alors qu'on projetait ce film à la Fondation Pathé, où là, tout à coup, vous avez une irruption où l'effet du film déclenche quelque chose dans la salle. Et puis, vous avez ce rapport que j'ai appelé pétaradant à la mémoire, c'est-à-dire que de gens qui ont finalement le plaisir, c'est d'une certaine manière, c'est ça la question, c'est de quelle manière, se rappelle de l'événement en conduisant ces véhicules ou en venant les voir dans l'espace public, place de la Concorde. Donc ces deux pôles m'ont intrigué parce que comme historien, bon, je connais assez bien le pôle scientifique, et comme conservateur, ce qu'on va appeler les passionnés, les collectionneurs, enfin, ce sont des gens qu'on fréquente en tant que conservateurs, et on est dans un rapport à l'histoire ou à la mémoire qui n'est pas celui d'un ou une historienne qui s'intéresse à l'histoire coloniale de la France. Donc c'est ça qui m'a intrigué, et au fond, il y avait quand même ce que j'ai essayé de faire dans cette recherche, c'est de montrer qu'il y avait des passerelles entre ces deux mondes qui pourraient sinon vivre leur vie chacun d'un côté de la scène sans forcément communiquer. Certains d'ailleurs ne font pas forcément le pas de franchir le pas du musée, ou au contraire franchir le pas d'aller vers ces manifestations de mémoire dans lesquelles Mathieu Flonneau a décidé de me traîner régulièrement, où je vais avec lui avec beaucoup de plaisir, et où tout à coup, je donne toujours cette anecdote, quand il y a ces manifestations au Mondial de l'automobile où on montre des véhicules et où on fait quelque chose qui ressemble à une exposition, vous faites 600 000 visiteurs en 10 jours, ce sont quand même des chiffres qui font rêver tous les conservateurs de musées. Peu de musées ou peu d'expositions peuvent se vanter d'avoir 600 000 visiteurs, même dans l'année. Et là, on est sur des périodes très courtes. Donc c'est aussi cet engouement populaire qui est intéressant à prendre en compte. Donc voilà le point de départ. Alors ce que j'ai voulu faire, c'est j'ai remis un peu la chronologie des croisières. Voilà, j'ai essayé de réfléchir du coup à ce qui faisait le lien entre ces deux mondes, celui du musée, disons le monde savant d'un côté, et le monde de la place de la Concorde de l'autre. Et le lien entre les deux, ce sont les automobiles et les objets. Enfin, c'est la voiture. C'est la voiture en tant qu'objet patrimonial ou objet de mémoire, comme véhicule de mémoire. Où là, je me suis dit qu'il y avait peut-être à creuser, et je regardais qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle, ce qu'après à Padouraille, on appelle les biographies d'objets. Il n'y a pas beaucoup de biographies de ces objets-là. Il y a beaucoup de biographies des hommes, pas tous les hommes, hein, surtout les hommes blancs qui conduisaient les voitures, mais il n'y a pas beaucoup de biographies des véhicules. Et plus je posais des questions aux uns et aux autres, plus je me
me rendais compte qu'il y avait quand même quelques trous dans la raquette et ça méritait quand même de s'y pencher. Donc j'ai donc décidé de m'intéresser à quelques-uns, pas tous, hein, Richard Keller sait que je ne sais rien de l'éléphant à la tour. Donc m'intéresser à certains de ces objets, certains de ces véhicules. Au préalable, voilà, ce qui m'a beaucoup aussi frappé, c'est que c'est toujours ce que j'appelle l'angle mort de la mémoire. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est normal de se souvenir des croisières Citroën, c'est normal d'avoir les manifestations dont on a parlé, qu'elles soient savantes ou populaires, alors que non, ça n'a rien de normal. Il suffit d'ouvrir le premier manuel ou la première revue automobile des années 20 et 30 pour voir que des raids automobiles, il y en a eu énormément, des raids qui ont donné matière à des livres, à des films, et que ces raids sont totalement oubliés. De même que, même sans aller très loin, dans la petite liste que je vous soumets là, la croisière noire, on connaît, la croisière jaune, on connaît, la traversée du Sahara, peut-être à cause, j'y reviendrai, à cause de son nom, on la connaît moins, et quant à la croisière blanche, il y a un livre qui en parle, mais c'est voilà, celle dont on ne parle jamais, et dont d'ailleurs je ne parle pas, c'est peut-être une erreur, mais voilà. Donc vous voyez, on a quand même une mémoire, ça c'est une banalité ce que je dis, la mémoire est sélective, mais elle est le fruit d'un travail qui s'étend donc quasiment maintenant sur un siècle, puisqu'on est, je finis avec une faute de frappe, d'ailleurs mon papier, tellement que je suis pressé d'entrer dans les commémorations, donc en 2022, on va rentrer dans l'ère des centenaires. Vous voyez que c'est quand même une histoire longue et dont on parle encore. Alors, hop, pour le coup, ça ne... Voilà. Bon, je vais pas... donc, du coup, voilà, je voudrais m'intéresser aussi, dans un premier temps, à cette histoire de la mémoire des croisières, pour placer les véhicules dans une histoire un peu plus large. Alors, dans cette histoire de la mémoire, il y a forcément des temps forts et des temps faibles. Alors, les temps forts, on les connaît. C'est au retour des croisières, ce qu'on pourrait appeler l'orchestration de ces croisières qui font l'objet, on l'a déjà vu à travers les quelques slides que j'ai passés du Quai Branly, de projections cinématographiques. Hein, on a prévu avant même de partir qu'on allait communiquer à travers le cinéma, à travers des expositions, on allait parler au public de ces événements. Donc là, je vous présente quelque chose qui est assez connu, donc l'exposition donc Pavillon de Marsan, qui est aujourd'hui le musée des Arts Déco, dans lesquels on va retrouver les éléments constitutifs de cet héritage, c'est-à-dire des œuvres d'art, un véhicule, des objets ethnographiques, des objets, pas des objets, mais des animaux naturalisés. Alors là aussi, ça fait partie, je signale tout de suite, des pistes que j'ai pour des raisons aussi d'accès aux sources et aux institutions. Il y a des collections, ces objets, ces animaux sont au muséum en partie. Donc il y a ce volet naturaliste qui apparaît. Vous voyez, donc on scénographie au-delà des films même qui sont assez connus, hein, qui sont projetés dans des projections exceptionnelles. Hein, c'est pas des sorties en salle comme on dirait aujourd'hui, mais il y a des projections tout à fait prestigieuses à l'Opéra, on a vu à Bruxelles. Donc il y a ce temps fort qui passe par des expositions et des projections. Alors le temps fort qui pour moi est quand même celui qui est le plus important, c'est l'exposition coloniale et le pavillon Citroën, où là on est à la jonction des deux croisières, puisque la croisière jaune est partie en avril 31 et qu'on met en avant dans le pavillon la croisière noire. Donc cette exposition de 31, ce pavillon Citroën, lui aussi, vous voyez, les pavillons sont exposés des chenilles de la croisière, les collections d'animaux et d'insectes. Le jeu de mots est un peu facile, mais voyez, on expose à nouveau tout ce qu'on a pu rapporter et collecter dans un cadre temporaire. Voilà par exemple ce qu'on pouvait trouver dans le pavillon Citroën. Alors ça, c'est des photos qui ne sont pas au Quai Branly, qui sont, je reparlerai, dans un autre endroit qui est Saint-Jean-d'Angély. Vous voyez, ça n'a pas grand-chose à voir avec la vente d'automobiles, puisque voilà, c'est diorama, pardon,
représente la vie du peuple pygmée. C'est une des scènes assez parmi les plus gênantes du film La Croisière Noire. Donc on a ces dioramas qui ont été mis en place, et on va retrouver, alors je passais sur l'histoire des automobiles dans l'exposition coloniale. Voilà, ça c'était aussi pour montrer là où voilà, en 31 on est dans la croisière jaune. Là vous avez une carte qui était distribuée pour que chacun puisse mettre des petits drapeaux et suivre la progression de la croisière, parce que là on était dans du temps réel, on a la radio, on espère avoir des communications, et donc on suit à travers les journaux la progression de la croisière jaune. Là c'est pour vous donner l'exemple de voilà, comment on fait connaître ces croisières. Vous avez l'affiche d'un côté de la croisière avec le célèbre passage tout à fait scabreux où l'un des véhicules a failli verser dans un ravin, et puis la projection en Sorbonne du film. Alors là, on est après 1934, si je ne dis pas de bêtises. C'est le temps de monter le film qui a été assez long. Et puis voilà, si on suit les objets, si on suit les animaux, si on suit tout ce qui a été rapporté de ces croisières, on arrive dans ce bâtiment qui est à la fois un hall d'exposition, mais également un lieu de muséographique et un lieu de cinéma. Donc on est toujours dans vous voyez, ces éléments qui sont d'un côté, j'allais dire, le véhicule qui représenterait le caractère technique, le cinéma et les collections sont toujours, pour l'instant, groupés dans un lieu qui est ce garage Citroën, ce hall Citroën. Vous voyez, alors ça, c'est, excusez la médiocre qualité de la photo, c'était dans une vitrine de l'exposition chez nos camarades de Pathé. Vous voyez, on parle bien d'un musée Citroën dans lequel les documents ethnographiques, les collections sont présentés. D'ailleurs, si je revenais sur les descriptifs, la manière dont dans la base de données du Quai Branly, on trace les objets, eh bien, vous voyez que musée Citroën est l'une des provenances des objets qui sont aujourd'hui dans nos collections. Alors ça, c'est vraiment ce temps fort, il va aller jusqu'à la faillite de Citroën. Et alors là, c'est un moment qui est tout à fait important, parce que, à bien des égards, certaines questions patrimoniales qui se sont posées à cette époque ont trouvé que très, très tardivement des réponses, voire n'en ont pas encore. Je pense à la question de la domanialité des films, par exemple. À qui appartiennent les films? À qui appartenaient les objets? Je vous reparlerai peut-être de l'exposition Fantôme, mais on pourra en reparler si vous le souhaitez. Il y a eu un temps au musée de la Porte Dorée des discussions pour savoir si les objets qui avaient été récupérés en fait par le conservateur Harry Leblond en 1935, qui avaient été donnés par Michelin dans la liquidation dans la reprise de Citroën, est-ce que ces objets appartenaient à Citroën et rentraient donc dans les opérations de transfert de la propriété de Citroën à Michelin, ou est-ce que ces objets appartenaient à Hart, qui les avait donnés, prêtés, mis en dépôt? Donc voilà, il y a des questions, voilà, il y a une certaine confusion en 1935 sur la propriété, la domanialité des objets, des films, dont on voit qu'elle peut encore avoir une ombre portée jusqu'à aujourd'hui, même si pour ce qui est des collections du Quai Branly, ces questions sont derrière nous. Donc voilà, ça c'est ce temps fort, et après, je vais dire, le rideau tombe, c'est-à-dire que ce qui est très frappant, c'est que on ne parle pas ou très peu des croisières dans l'immédiate après-guerre. Si vous connaissez l'histoire de la marque, c'est plutôt dans les années 70 que la mémoire va redémarrer, si je continue dans la métaphore. Alors, on pourrait s'interroger sur ce trou de mémoire, alors qu'il n'est pas un trou
comment généraliser. Les familles, les anciens se réunissent. Il y a des manières de transmettre. Les objets sont toujours au musée. Hein. Je vous dis que le musée de la Porte Dorée a hérité de collections. Celles-ci sont toujours présentées. Mais il n'y a pas de manifestation, de revitalisation de cette mémoire. Et donc, dans le texte, je cite l'exemple de Jacques Séguéla, qui pourtant sera un grand promoteur après de la marque Citroën. Quand il fait son tour du monde, il va voir Citroën en demandant un patronage. On lui envoie juste le mode d'emploi de chevaux, je crois. Citroën ne fait pas du tout le lien entre ce qui va être fait après, c'est-à-dire le lien entre des aventuriers automobiles qui partent autour du monde avec une Citroën et les croisières Citroën. Pourtant, c'est bien ce qui va se passer dans les années 70, et puis je vois que l'heure tourne et que je suis très bavard, et que ce n'est pas l'objet de ce séminaire de m'écouter parler, mais de vous écouter réagir au texte. Voilà, donc comment cette mémoire se transmet? Alors, je pense qu'il y a un vecteur qui, lui, est assez continu, même si les éditions, là aussi, reprennent dans les années 70. Ce sont les livres qui se retrouvent au rayon jeunesse. Beaucoup des interlocuteurs. Alors, je n'ai pas fait beaucoup d'entretiens, mais c'est assez frappant de voir à quel point les vignettes dans le chocolat, les livres comme de jeunesse ont été souvent le premier contact avec cette histoire. Donc les livres continuent. Et puis, bon, là, vous êtes tous des spécialistes, donc je n'ai pas besoin de m'étendre très, très longuement. Il est clair qu'il y a un vrai travail de mémoire qui est mené par la firme Citroën dans les années 60 et dans les années 70. Hein, alors, je vais le prononcer à la française, hein, Jacques Wolgen-Singer joue un rôle considérable, puisque c'est lui, au fond, qui fait le lien entre ces raids qui se font en 2 chevaux, donc ces raids à travers l'Afrique ou vers l'Iran, enfin, vous les connaissez, qui fait le lien entre ce qui se passe dans les années 60 et qui va chercher donc dans les croisières une généalogie, un ancêtre, donc établit le pont entre ces nouvelles traversées du désert avec des véhicules contemporains et l'histoire des croisières. Donc c'est vraiment. Et alors, quand je dis qu'il fait le lien, ça veut dire que bon, il l'explique dans Raid Afrique. Hein, clairement, il établit cette filiation. Et puis, il va publier lui-même un certain nombre de livres consacrés à la croisière jaune, et qui ne sont pas des reprints du récit de Lefebvre, qui sont. Il le dit, hein, il demande il va dans les archives Citroën, il demande à voir les archives, et il exhume cette histoire. Alors, tout sauf les véhicules, parce qu'on ne voit pas ressurgir à ce moment-là les objets dont je vais vous parler maintenant. Alors oui, toujours il se passe quelque chose dans les années 70. Hein, là aussi, la cloche tibétaine, 74, très grande série. Alors, pour l'anecdote, c'est par là que moi j'ai connu les croisières. 74, je me souviens de la mort de Pompidou, donc ça doit être voilà, c'est mes premiers souvenirs conscients, c'est la cloche tibétaine et la mort de Pompidou. Oui, donc cette série, voilà, j'ai pas trouvé là. Je vais aussi dire ce que je ne sais pas, parce que c'est un peu l'idée aussi de ce séminaire, c'est que les chemins qui ont mené le RTF à la production de cette série ne me sont pas connus. J'observe simplement que c'est cohérent avec la réédition du livre de Lefebvre et avec les actions de Wolgen-Singer. Il se passe quelque chose dans les années 70, et voilà. Et ça, c'est plutôt l'aboutissement que le commencement de cette filiation, hein, qui est faite entre l'aventure des années 70 et l'aventure des années 20 et 30. Donc, quelques mots sur ce que j'appelais moi les biographies d'objets, parce que je vous en présentais 2 en disant voilà, comment est-ce qu'on peut re-raconter cette affaire à travers les objets. Et le premier d'entre eux, c'est le scarabée d'or, et j'ai appelé ça le scarabée d'or et son double, parce que j'avais rencontré la réplique du scarabée d'or dont Olivier Massy nous parlera tout à l'heure.
Et voilà, j'ai commencé à remonter le fil pour dire jusqu'où peut-on aller. Et au fond, la première chose dont on se rend compte, c'est que dans cette mise en patrimoine quasiment instantanée, le premier lieu où ça se passe, c'est pas le musée des colonies, c'est pas le garage Citroën de la place de l'Europe, c'est le musée de l'armée. Et ce, tout de suite, avec ce véhicule, qui n'est pas un véhicule de croisière, mais qui est un véhicule de la traversée du Sahara, qui est immédiatement mis en exposition aux Invalides. Bon, là, on ne va pas épiloguer, mais enfin, la chose qui est absolument évidente, c'est que cet objet, alors on en a la version par Bernard Boutet de Monvel, qui est l'un des peintres un peu officiels des croisières, on lui doit le portrait le plus fameux de Hart, et les illustrations du premier récit de la traversée du Sahara. Donc il écrit que l'objet est allé se reposer aux Invalides. Donc c'est très connu, hein, on trouve assez simplement des cartes postales montrant cet objet aux Invalides. Et ce qui est aussi limpide, c'est que c'est un don accepté par le musée de Citroën. Dossier d'œuvre, comme on l'appelle, est de ce point de vue-là limpide. Hein, André Citroën donne ce véhicule. Et alors avec tout son équipement, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, y compris les armes. Et donc, il est exposé au pied de l'escalier Hoche. Et quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, alors ça, on peut toujours le voir aux Invalides, hein, donc cette plaque commémorative qui est assez grande, hein, avec le fameux portrait dont je parlais de Hart par Boutet de Monvel, dont il existe une ou deux copies, dont l'une au Quai Branly. Hein, signale qu'il y avait donc un lieu de mémoire des croisières aux Invalides qui, outre ce monument, comprenait deux véhicules, donc le véhicule précédemment montré et un véhicule de la croisière jaune, qui lui n'est pas donné. C'est plutôt, on dirait, en termes de conservation, un dépôt. Et vous voyez qu'en 1933, un an après la mort de Hart, on inaugure en grande pompe ce monument, ces voitures. Donc, le Scarabée d'or repose comme il avait été demandé aux Invalides. Bon, ça c'est une photo qui m'a été transmise par Citroën de 1955, c'est le Scarabée d'or une vingtaine d'années plus tard. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans les années 50, à la fois Citroën veut récupérer ses véhicules et le musée de l'armée est plutôt favorable à s'en débarrasser. Hein, le général, le sous-directeur du musée de l'armée dit que ça n'a rien à faire là, que ça n'a rien de militaire. Et donc les objets sont récupérés. Alors, au passage, je le signale, c'est qu'on oublie quand même que ce véhicule est toujours propriété du musée de l'armée, puisqu'il y a eu un don accepté et qu'il a un numéro d'inventaire et que, sauf à brûler tous les cours qui m'ont été donnés à l'Institut du patrimoine, un objet avec un numéro d'inventaire, avec une lettre de don et une réponse acceptant le don, c'est bien un objet qui appartient à un musée. Donc, en 1950, donc cette photo des années 50, le Scarabée d'or revient. Que se passe-t-il entre 1950 et les années 90 ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il a été montré ? Est-ce qu'il a été exposé ? Est-ce qu'il a été restauré ? On a très peu d'informations, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est bien de cette matrice que va renaître ce dont va parler Olivier Massy, c'est-à-dire le Scarabée d'or, la réplique qui a été faite à partir donc de ce véhicule. Donc on est voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on est bien sur une réplique d'un objet dont au fond on connaît assez mal l'histoire de conservation pendant presque une cinquantaine d'années, puisque dans les années 90, c'est là qu'on va commencer à restaurer des véhicules ou à s'intéresser aux véhicules qui
Alors, on pourra reparler de celui de la croisière jaune qui était aux Invalides, lui s'est retrouvé au Mans. Enfin, voilà, si on essaie de suivre un peu les ramifications, et si je me concentre seulement sur ces deux véhicules, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir naître dans les années 90 deux objets totalement différents, qui sont d'une part une réplique, et de l'autre côté, un objet de musée qui est l'autre véhicule dont je vais vous parler. Vous voyez la réplique, je ne m'étends pas, mais dans le papier, voilà, ça c'est toujours les endroits où Mathieu m'emmène, où je vais bien volontiers, on en reparlera, c'est que quand je dis que c'est une histoire présent, au passé, futur d'une collection, on voit bien que c'est le projet de l'association qui a restauré ce véhicule, c'est de refaire la traversée du Sahara en décembre 2022. Ce qui est assez rare dans un livre, dans un texte d'historien, c'est quand vous commencez à utiliser le futur, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Vous êtes en train de parler de quelque chose qui n'est pas de l'histoire, puisque vous en parlez au futur. J'accélère un peu. Alors ça, il y a une, je crois qu'on voit des 10 minutes, oui, ça va aller. C'est une grosse faute, ce n'est pas le scarabée d'or. Vous avez tout de suite reconnu le croissant d'argent. J'ai tapé trop vite et je n'arrive pas à revenir. Alors, cette photo, elle est intéressante parce que c'est le croissant d'argent à Saint-Jean-d'Angély en 1993. Donc, le croissant d'argent, ce n'est pas le véhicule amiral, comme on l'appelait, c'est-à-dire le scarabée d'or, c'est le numéro 2. C'est assez hiérarchisé, les croisières. Il y a un chef, hein, Hart, il y a un second qui est Audouin du Breuil, et vous avez l'or et l'argent, si on veut aller dans la métaphore des médailles olympiques. Donc cet autre véhicule, donc, qui est tout à fait, qui est je vais parler comme un marin, le sister ship, je ne sais pas comment on dit pour les véhicules, du scarabée d'or, mais qui est le véhicule de Audouin du Breuil. Lui, voilà, comment deux objets qui sont sur la même ligne de départ ont des destins complètement différents. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce croissant d'argent, et vous oubliez ce scarabée d'or? Lui est entré dans les collections du musée de Saint-Jean-d'Angély. Alors, officiellement, moi j'ai un chiffre qui est 1946, hein, qui est dans l'inventaire du musée de Saint-Jean, où je me suis rendu pour travailler avec notre collègue Delphine Etchenik. Dès la fin des années 30, donc dès la création de ce musée, qui est un musée, vous savez, d'archéologie, d'histoire, lié à une société locale d'archéologie d'histoire de Saint-Jean-d'Angély, Audouin du Breuil manifeste son désir de céder au musée de sa ville natale, hein, puisqu'il est issu d'une famille du Cognac, hein, c'est assez connu de cette région, à la fois un véhicule et des collections qu'on va qualifier d'ethnographiques. Donc ça se produit, hein, dans la fin des années, alors officiellement 1946, et en gros, voilà ce qu'était le musée jusqu'au début des années 90. Alors pourquoi on a cette photo prise par un restaurateur qui est Olivier Morel? C'est que l'objet que vous voyez là est classé monument historique. Ça ne se voit pas trop, mais c'est le cas. Il a été classé monument historique en 1984. Alors c'est pareil, le pourquoi de la justification du classement MH n'est donné nulle part. Bon, je donne une hypothèse dans le papier, on pourra la discuter. Disons, l'attention portée au patrimoine industriel à partir de 1981 et toutes les mutations du ministère de la Culture dans les années 80, ça peut entraîner ce genre d'objet dans son sillage. Mais plus intéressant, c'est que tout à coup, il y a Olivier Morel, qui est un restaurateur spécialisé dans les métaux, qui va voir les deux véhicules. Il va voir le scarabée d'or et il va voir le croissant d'argent. Pourquoi est-ce qu'il va les voir? Parce qu'il y a ce projet d'exposition dont je vous ai parlé à la Porte Dorée. Les opérations de restauration de l'un des deux véhicules est liée à un projet d'exposition porté par un certain nombre d'individus, de personnes que j'ai eu le plaisir, pour certaines, d'interviewer, qui veulent parler de la traversée du désert et de la croisière noire au musée de la Porte Dorée, donc au musée des arts d'Afrique et d'Océanie.
Alors là, comme Étienne m'a donné 10 minutes, je vais essayer de synthétiser les choses. Là aussi, il faut s'intéresser aux biographies. Alors là, pour le coup, des individus, qu'est-ce qui a pu déclencher cet intérêt? C'est l'arrivée à la Porte Dorée d'un conservateur qui avait été en poste en Poitou-Charentes, Étienne Féot, et qui s'était lancé dans un inventaire de tous les objets africains des musées de Charente-Maritime. Sa thèse, qui est d'ailleurs assez juste, est qu'il n'existe pas un musée en France dans lequel vous n'avez pas un objet rapporté par un voyageur, un explorateur, un militaire, un missionnaire, enfin, et partant de cette, sachant qu'il savait qu'il avait des bases solides sur certains musées, type Angoulême par exemple, qui a une très forte collection aussi océanienne. Donc c'est en travaillant sur les collections ethnographiques en région qu'il arrive à Saint-Jean-d'Angély, qu'il découvre les collections ethnographiques de Audouin-Dubreuil et se véhicule dans un état, dans son jus, comme on dit. Et le projet d'exposition lance donc une restauration d'un des deux véhicules. Et là, Olivier Morel choisit le scarabée d'or, pardon, le croissant d'argent contre le scarabée d'or, en disant des deux, c'est celui-là qui mérite restauration. Alors c'est intéressant parce que son approche, c'est pas de savoir si c'est le véhicule du chef ou du sous-chef, c'est celui qui, de son point de vue, est le plus proche de l'état original. Et aussi de l'état de conservation relatif qui était sans doute meilleur. Donc voilà un peu et aujourd'hui, je vais essayer d'avancer. Donc l'exposition ne va pas se faire pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, de différents avec les héritiers de Hart. Mais le véhicule est restauré. Vous voyez la différence entre une réplique et un véhicule restauré, qui d'ailleurs n'est pas roulant. Hein, il est roulant. Vous voyez qu'il a un plateau qu'on peut le faire. Il est mobile, mais il ne roule pas. Et vous voyez qu'il est scénographié avec des objets. On va retrouver un peu ce qu'on trouvait finalement au pavillon de Marsan, c'est-à-dire des objets ethnographiques, des animaux naturalisés, des affiches. Hein, vous voyez ce croissant d'argent qui trône dans ce musée de Saint-Jean-d'Angély, qui est rénové lui au début des années 2000. Donc ça, vous voyez, c'est ce qu'on trouve assez classiquement. C'est une exposition qui ne se fait pas, mais on lance des restaurations et hop, ça c'est l'histoire du patrimoine et de ses pratiques, pratiques de restauration. Et on trouve également à Saint-Jean-d'Angély, parmi les objets de collection, vous avez par exemple ces jouets qui sont tout à fait extraordinaires. C'est ces petits dioramas qu'on pouvait reconstituer. Donc il y a à Saint-Jean-d'Angély. Alors ce qui est intéressant, c'est que Saint-Jean-d'Angély, au fond, depuis la volonté de don d'Audouin-Dubreuil dans les années 30 jusqu'à aujourd'hui, a une ligne continue de mémoire des croisières, qui s'est confirmée d'ailleurs, vous voyez, dans les années 60, puisque cette stèle qui était à Javel a été déplacée, parce que toute cette histoire, au fond, il faut faire la chronologie parallèle avec Citroën, c'est-à-dire quand Wolgensinger réactive les croisières, Citroën ne va pas très bien, va être absorbé par Peugeot, Javel commence déjà à décroître, donc la stèle, elle arrive quand la question se pose, est-ce qu'on la jette quelque part ou est-ce que quelqu'un la veut? Et donc là, Saint-Jean-d'Angély, alors sauf erreur, Audouin-Dubreuil est décédé à ce moment-là, je n'ai pas peur de dire une bêtise, c'est plutôt le musée qui le récupère. Et donc elle n'est pas dans le musée, elle est sur une place à côté du musée. Et puis bon, c'est un véhicule dont je ne dirai rien parce que Richard Keller est là, mais il y a également alors lui c'est un objet non pas de la traversée du Sahara, mais proprement de la croisière noire, objet dont je suis incapable de dire 3 phrases comme j'ai pu le faire pour les précédents. Parce que je ne connais pas l'histoire de la biographie de cet objet, mais Richard Keller va nous éclairer. Il y a quelque chose qui m'a troublé dans ce que j'ai lu, dans la lettre de don de Audouin-Dubreuil, quand il écrit à la ville de Saint-Jean-d'Angély en disant qu'il veut donner ses collections et donc son croissant d'argent. Il dit qu'il y a déjà 3 véhicules qui ont été préservés dans des musées, dont 2 aux Invalides, alors ceux-là, on voit lesquels c'est, et 1 à la ville de Paris. Donc quand Audouin-Dubreuil écrit en 1936, un véhicule serait conservé dans un musée de la ville de Paris. J'en sais pas plus,
c'est là aussi en lisant les travaux de mes camarades, et en l'occurrence là de Delphine Etchenick, que j'ai glané cette information, dont pour l'instant je ne sais pas faire grand-chose. Alors voilà, je vais conclure rapidement là-dessus en disant, bon, vous voyez, je trouve que c'est intéressant de faire cette histoire du patrimoine parce que, au fond, elle n'est pas forcément en phase avec... enfin, elle peut être surprenante. Par exemple, dans les années 60, c'est le moment où on ferme les salles consacrées à la croisière au musée de l'Outre-mer qui devient le musée des arts d'Afrique et d'Océanie. Donc vous avez, au moment où la mémoire publique dans un musée national se ferme, en 1960, année des indépendances, tout à coup c'est là que, quelque part, Citroën reprend un peu le flambeau de cette mémoire et va aller vers les travaux de Wolfgang Singer. Il y a cette longue durée de Saint-Jean d'Angély. On voit qu'un objet peut rester dans un état relativement bien conservé parce que personne ne le restaure et que tout à coup, pourquoi à ce moment-là, voilà, je pense que faire de l'histoire du patrimoine, c'est de se demander de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on lit, c'est-à-dire voilà, le véhicule devient monument historique en 1984, il est restauré en 1995. Je pense qu'à chaque étape, il faut se dire, mais pourquoi à ce moment-là ? Alors, il y a certainement une raison, mais elle n'est pas aussi souvent simple que... Et parfois, elle n'est pas liée à la croisière elle-même. Quand je disais que l'intérêt, par exemple, pour le patrimoine automobile, pour le patrimoine technique, fait qu'on va restaurer, on va classer monument historique l'objet parce qu'on va le prendre dans un ensemble qui est celui d'un patrimoine technique et pas spécifiquement lié à cette mémoire de la croisière. Donc, je pense que voilà, vous me direz ce que vous pensez de cette approche par les objets. Bon, 3 pistes pour poursuivre ou s'arrêter, si vous me dites que ça n'a pas d'intérêt. Parce que je vous dis, je reste un petit peu hanté par cette idée de comment raconter autrement cette croisière. Et sortir un peu du récit bien connu, du récit de cette odyssée mécanique, puisque d'ailleurs les auteurs eux-mêmes font souvent appel à Homère. Homère est cité dans le récit de la traversée du désert, du Sahara. Donc, comment sortir de cette vision, de cette odyssée mécanique ? Moi, une des manières, je pense, de décrire les choses autrement, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de suspendre un peu l'histoire, faire un peu plus d'anthropologie que d'histoire, en se disant, bon, au fond, aujourd'hui, qui sont les gens qui conservent des artefacts ou des documents ou des archives liés à cette histoire et pourquoi est-ce qu'ils le font ? Et pourquoi, pour certains, ils y consacrent beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Refaire une réplique comme celle de l'association d'Olivier Massy, c'est beaucoup d'investissement. Donc ça mérite de suspendre, je vous dis, la question de cette histoire impérialiste des années 30, se dire, mais au fond, qu'est-ce que font ces gens ? Quelle est leur approche de cette histoire ? Quelle est leur relecture et leur pratique des objets. Donc ça me paraît intéressant, et au fond de faire ce qu'on pourrait appeler une sorte d'anthropologie, j'ai trouvé cette expression, ce qu'on appelle l'anthropologie inversée, c'est-à-dire d'arrêter de voir dans cette histoire seulement effectivement des explorateurs qui vont rencontrer des peuples qui vont leur présenter des fétiches, mais peut-être se demander si on n'est pas nous-mêmes face à un objet automobile parfaitement fétichisé, en tout cas au sens de Bruno Latour, c'est-à-dire qui produit des effets, et faire une véritable anthropologie automobile, ce à quoi nous invite Pierre Lemonnier, un anthropologue pas du tout spécialiste d'automobile, mais qui a écrit un texte que j'ai trouvé intéressant sur, voilà, est-ce que réfléchir à la croisière peut nous aider aussi à réfléchir à une anthropologie de l'automobile ici et maintenant. L'autre piste, c'est moi ce que je vais appeler le hors-champ du récit constitué. Je pense que, et là j'ai choisi une carte qui est relativement connue, qui vous montre les voies d'approvisionnement de la croisière noire, où il y a surtout des fleuves et des bateaux. C'est-à-dire que le film ne montre que des véhicules, comme je dis toujours, il y a un truc qui est suspect dans le film, c'est qu'ils ne vont jamais à la pompe à essence. Ça, j'ai du mal j'y crois pas.
Donc, ça veut dire qu'il y a toute une logistique, et cette logistique, elle n'est pas dans la modernité mécanique triomphante, c'est beaucoup de porteurs, c'est beaucoup de pirogues, c'est beaucoup même de trains, de bateaux, voilà, d'une logistique qui, elle, voilà, est dans ce que j'appelle le hors-champ. Et dans ce hors-champ, il y a aussi des hommes, ces guides voilà, c'est pareil, ils trouvent toujours leur chemin, toujours et en tout lieu. Donc, ça veut dire qu'il y a des guides. Donc, il y a toute une série voilà, d'événements, de personnages qui sont dans ce que j'appelle le hors-champ du récit, dans le hors-champ des films. Et je pense que dans les archives, on a de quoi travailler ce hors-champ. Et puis le dernier point, c'est ce que j'appelle une histoire à mettre en partage. C'est-à-dire ce qui nous manque cruellement sur cette affaire, c'est le point de vue des populations qui ont vu arriver ces véhicules, dont on n'a que la manière dont, voilà, le seul discours qu'on a, c'est celui du commentaire ou des textes hein, qui sont là dans l'idée de l'émerveillement face à l'arrivée de l'objet automobile. Bon. Comment est-ce qu'on voilà, on remet cette histoire en partage? Et là, je voulais juste pour conclure dire que bah, ça, c'est plutôt un avenir aussi de recherche, puisque je me suis inscrit dans un projet de l'ABEX qui s'appelle CINEMAF. Et c'est un acronyme dont j'ai oublié ce qu'il voulait dire, mais c'est du cinéma mis en partage en Afrique, avec cette idée avec Damien Mottier, hein, qui est anthropologue et qui travaille à Nanterre, hein, de rapatrier le cinéma colonial et de le montrer et de travailler avec des collègues africains sur ces objets qu'on a en commun. Alors les objets, ça peut être les objets au sens matériel, mais ça aussi, et c'est peut-être plus simple d'ailleurs techniquement à faire, c'est les films. Et cette idée n'est pas qu'une idée personnelle, puisque nous avons 2 collègues qui ont commencé à travailler à Niamey, hein, au Niger, en prenant le bout du film de la croisière noire qui montre l'arrivée des véhicules et qui montre le passage au Niger, et donc de commencer à remettre en partage ce film, en particulier la croisière noire, dont tout le monde parle, mais que finalement on est peu à avoir vu. Donc je pense que ça, c'est une piste de recherche qui est celle d'ailleurs qui, là aussi plus largement, s'inscrit dans des projets du Quai Branly, hein, on parle beaucoup de restitution de collections. Au-delà des restitutions, il y a la question de la remise en partage de ce patrimoine avec les peuples et les communautés dont il est issu. Voilà, je voulais terminer. Puis voilà, parmi les réappropriations, voilà sans doute une des images les plus fortes et les plus célèbres de la croisière noire, hein, c'est celle de cette femme Mangbetu dont André Citroën a demandé au sculpteur François Bazin de faire un bouchon automobile. Pour la petite histoire, ce bouchon automobile est toujours en vente auprès des héritiers de François Bazin. Donc on voit qu'il y a aussi une actualité du commerce et de la cote des peintres, des objets liés à la croisière. Hein, là aussi, c'est à la fois un objet patrimonial et c'est un objet présent. Et puis voilà, pour montrer des réappropriations sur lesquelles des collègues avaient commencé à travailler. Certes, ce n'est pas la croisière noire qui invente l'iconographie des Mangbetu, mais on voit qu'il y a eu cette image, celle de l'affiche, celle de Nobo Sodrou, a inspiré des créateurs dès les années 30. Hein. Il y a une histoire du design et de la mode. Alors là, on n'est plus dans l'automobile, on va aller vers des coiffures. On voit que, vous voyez, que Beyoncé, ou dans le film Black Panther, cette image de la croisière noire a été réappropriée alors, dans des clips ou dans des films. Donc il y a aussi une histoire de voilà, comment se réapproprier ces images qui sont, pour certaines, parmi des images coloniales tout à fait insupportables, mais qui voilà, sont réappropriées et qui méritent peut-être justement d'être mises en partage. Voilà.